Ce vendredi, nouveau webinaire, comme on dit maintenant, en distanciel, faute de pouvoir organiser des rencontres dans la vraie vie, in real life, comme au bon vieux temps du monde d'avant. Donc moi, je suis co-gérant des éditions du Croquant, Arnaud Saint-Martin. Je vais animer, enfin c'est vite dit, hein, je serai là pendant cette rencontre. Ce soir, nous avons le plaisir d'écouter Paul Jorion et Suzanne George échanger à partir du nouvel opus que Paul vient de faire paraître au Croquant, qui s'intitule La chute de la météorite Trump, tome 2, Haute trahison, hein, qui couvre la période qui va de mai 2018 à octobre 2020, et qui prend la suite d'un premier tome qui était sous-titré Un objet populiste mal identifié. Alors, on verra s'il est mieux identifié maintenant, consacré au premier temps chaotique de la présidence Trump. Alors, cette chronique des agissements de Trump et ses sbires entre la tour éponyme de Manhattan et la Maison-Blanche est précieuse, hein, on va le voir et on l'illustrera, car elle permet de prendre toute la mesure des dégâts. Hein. Il est arrivé tellement de fracas, il y a eu tellement de bruit et de fureur que l'on en viendrait presque à oublier certains épisodes, d'autant plus que nous sommes nombreux à suivre médusés, tétanisés, l'entêtement du président déçu, passer une défaite qu'il n'est viscéralement pas disposé à reconnaître, hein, car ça serait reconnaître une faillite, et une faillite, c'est humiliant pour un homme d'affaires rompu à l'art de la négociation. Alors je rappellerai que Paul Jorion est anthropologue, sociologue, psychanalyste, hein, et à l'occasion romancier. Il a vécu 12 ans aux États-Unis et tient à jour une veille précieuse sur son blog. Je remercie vivement Suzanne George d'avoir accepté d'échanger avec Paul à partir de l'ouvrage qu'elle a lu pour préparer l'émission. Je rappelle également que Suzanne est politologue et écrivaine, présidente d'honneur d'Attaque et auteure de 17 livres, y compris le dernier, Je chemine avec, qui vient de paraître au Seuil, dont vous pouvez peut-être montrer la couverture. Suzanne, oui. On voit, ouais. Donc, il vient juste de paraître. Ça, c'est fermé. Ah, voilà. Et ça, c'est ouvert. De l'autre côté, maintenant. De l'autre côté. Ah, pardon. Pardon. Voilà, qui vient de paraître au Seuil. Donc, cette rencontre se déroulera de la façon suivante. Donc, ça se veut convivial et informel, hein, on est entre nous. D'abord, une présentation des grandes lignes de l'ouvrage par Paul, puis un échange avec Suzanne. Et pendant que vous parlez, moi, je regarderai dans la cellule de chat qui est disponible dans le coin droit de Zoom. Et je ferai remonter les questions que je poserai après, que je verbaliserai dans la dernière séquence de l'émission, de la rencontre. Donc, si vous avez des questions, écrivez dans le chat, hein, pas le module de questions, ce sera plus simple pour moi de les récupérer et de les faire remonter de façon thématique et suivez bien le fil des questions pour éviter les éventuels doublons. Hein. Donc, ça sera la deuxième séquence et c'est enregistré et ce sera disponible sur notre petite chaîne YouTube des éditions du Croquant où nous avons déplacé déjà plusieurs webinaires pour que ça puisse circuler en dehors de cette soirée. Donc, je vous remercie pour votre attention tous qui êtes présents et je transmets le micro à Paul pour donc cette présentation. Merci Arnaud. La première chose que je veux faire, et ça m'a pratiquement mis en retard parce que je ne savais plus exactement sur quel rayon j'avais mis ça. C'est voilà, alias Caracalla, c'est la mort que je venais d'apprendre, voilà, littéralement 5 minutes avant, à 18h25. C'est donc la mort du secrétaire de Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin. Alors, il me semble qu'il est toujours essentiel voilà, de rappeler qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment important. Et là, c'est quelque chose qu'heureusement ma génération n'a pas connu. C'est la guerre sur le territoire où on se trouve, c'est l'occupation. J'ai connu ça que par les récits de mes parents. J'ai connu ça par les récits voilà, qu'on essaie de cacher d'ailleurs aux enfants de ceux qui étaient morts dans les camps.
C'est important. C'est un souvenir personnel. Je me trouve à Blois et c'est à cette occasion qui est une sorte de festival annuel sur des historiens. Et il se fait que cette année-là, c'était, je ne sais pas, il y a 3-4 ans, j'étais invité par les historiens et il y a Olivier Salvatori, qui donc la personne qui aidait Daniel Cordier à rédiger des volumes comme celui-là chez Gallimard et qui m'avait d'ailleurs aidé à publier mon livre qui s'appelait Comment la vérité et la réalité furent inventées chez Gallimard. Et il me dit, Paul, je voudrais que vous rencontriez une personne ici. Et c'était Daniel Cordier. À l'époque, il avait déjà donc 97 ans. Et c'est formidable. C'est formidable dans une vie de pouvoir rencontrer des gens comme ça. J'ai eu la chance que des personnes que j'ai connues ont tenu à me présenter à d'autres personnes qu'elles connaissaient. Ça a été le cas en particulier pour la fille de l'anthropologue Bronislaw Manilowski, qui m'avait pris en amitié et qui un jour m'a dit, écoutez, je vous invite à déjeuner, il y aura une personne là, il faudra que vous deviniez, ce sera un test. Je verrai si vous êtes vraiment la personne à laquelle je pense et si oui, vous allez deviner rapidement qui est la personne qui était à côté de vous. Et il ne m'a pas fallu très longtemps, effectivement, quelques phrases seulement pour deviner que c'était Arthur Koestler et que donc c'était un honneur qu'elle me faisait en me présentant à cette personne-là. Il y a d'autres personnes qui m'ont présenté, par exemple, à Steiner à une époque. Tout ça, c'est formidable. Quand quelqu'un se dit, il était important que ce jeune homme, parce que voilà, c'est un jeune homme, à ce moment-là, rencontre ce monument que je connais. C'est formidable. Alors, malheureusement, il nous faudra parler de personnages moins reluisants aujourd'hui. Il y a des gens qui font honneur au genre humain, il y a des gens qui ne font pas honneur au genre humain, qui font même des honneurs, qui sont des, comment dire, qui sont des tâches sur l'histoire de l'humanité. Et au moment où Trump a été nommé, je l'ai dit quand il était question d'écrire quelque chose sur lui, je l'ai dit, ce sera l'un des événements du XXIe siècle. On est tout début du XXIe siècle. J'ai dit, mais là, de toute manière, ce sera l'un des événements du XXIe siècle et peut-être malheureusement de l'histoire humaine dans son ensemble, pour autant qu'elle puisse se continuer encore un petit peu. Au moment où il est apparu, il n'est pas apparu en 2015 parce que tout le monde avait entendu parler de Donald Trump. Je regardais un film Die Hard l'autre jour qui date début des années 90 et on fait une blague sur Donald Trump, une blague d'ailleurs très pertinente. Voilà, il y a 30 ans déjà, un personnage inquiétant et quand il se présente en 2015, j'emploie tout de suite l'expression de proto-fasciste, parce que c'est un monsieur qui n'a pas assez de sophistication politique pour se déclarer, je ne sais pas, un admirateur de Sorel, comme ça a été le cas de Mussolini ou des choses de cet ordre-là, ou de quelqu'un qui avait des références comme des références intellectuelles en fait intéressantes ou même inquiétantes, comme un type comme Hitler, qui avait une culture. Tout le monde l'a dit, il y a à l'endroit, dans l'alcôve qui vous conduit au Oval Office, à l'office ovale, pour rencontrer Trump à la Maison-Blanche, à l'endroit où il y avait d'habitude les livres que le président est en train de lire, etc., il n'y avait plus qu'un seul livre, le livre de Tony Schwartz, The Art of the Deal, dont tout le monde sait maintenant que c'est Tony Schwartz, le prête-plume qui avait écrit ce livre d'un bout à l'autre et qui d'ailleurs s'exprime beaucoup en ce moment à la télévision. On lui demande son avis sur Donald Trump. La pensée de Donald Trump, c'est Tony Schwartz qui l'avait écrit. Il se bat la coulpe, il regrette d'avoir fait ce livre qui finalement a donné une espèce d'envergure pseudo-intellectuel ou en tout cas comme homme d'affaires de Trump. Maintenant, on sait que Trump a perdu, au début de sa carrière, essentiellement perdu des millions et des millions et que c'était son père qui alimentait, qui le remettait à flot à partir de fonds secrets. Ces fonds secrets étaient constitués essentiellement par des opérations de tricherie vis-à-vis du fisc, essentiellement des opérations où tous les matériaux qui étaient utilisés pour la construction immobilière
du père Fred était surfacturé d'une entreprise à l'autre pour constituer un fonds secret. On s'est posé beaucoup la question sur des fonds qui viendraient éventuellement de la mafia russe au moment où les entreprises de Trump dans des casinos échouent. En fait, non. Qu'a fait son père? Il est venu un jour dans un des casinos dans le New Jersey, à Atlantic City, qui était sur le point de se mettre en faillite. Et le père a fait, je ne sais pas s'il est venu personnellement, mais en tout cas a fait que quelqu'un est venu avec 3 millions de dollars en argent liquide et a acheté pour 3 millions de jetons dans le casino. Je dirais, l'escroquerie est beaucoup plus simple finalement que ce qu'on imagine. C'est de la tricherie au niveau ordinaire. Et donc, à partir de 2015, donc, quand il se présente aux primaires pour le Parti républicain, là tout de suite, je fais attention parce que je me dis ce personnage est très dangereux. Et je le suis donc par des billets qui ne sont pas nécessairement quotidiens, mais presque. Et l'année dernière, les éditions du Croquant ont eu l'amabilité de produire déjà un volume à partir de ma réflexion qui va donc de 2015 à 2018. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris les anciens billets et je les ai présentés en contexte, avec le recul. Voilà. Donc, chaque billet est présenté il y a une introduction, et une introduction générale, bien sûr, aussi, disant ce que j'ai vu là, est-ce que c'était bien de le voir ou est-ce que c'était pas une bonne analyse au moment même. Je crois que tout ça se tient dans l'ensemble. Et puis donc, voilà, on s'est dit on va faire un volume qui paraîtra à peu près au moment de l'élection et un deuxième volume avec l'histoire donc entre le début 2018 et maintenant. Et c'est donc cela que Louis Weber et que Arnaud Saint-Martin ont eu l'amabilité de publier aux éditions du Croquant. Je voulais te dire, pour commencer, une chose, c'est que je suis plus âgée que toi et j'ai connu Sylvie Cordier, Sylvie, la femme de Daniel Cordier. Elle était charmante, je l'ai rencontrée avec d'autres dames qui avaient été emprisonnées par les Allemands. Et Sylvie avait souffert aussi. Les femmes étaient très importantes. Elle était à Ravensbrück, alors que son mari était le secrétaire de Jean Moulin. Mais passons maintenant aux choses à la fois plus drôles et plus graves. Je trouve que ton livre est très remarquable et une fois qu'on a pu comprendre que c'est une série de blogs pris sur le vif et que tu as fait quelque chose qui est peut-être complètement poli, mais qui est spontané, très lisible et que je recommande beaucoup. Maintenant, je ne vais pas faire de la pub, tu n'en as pas besoin. Mais ce que je voudrais te demander, c'est est-ce qu'on ne peut pas commencer par la fin? Parce que tu dis que Trump va être réélu, ou qu'il est réélu. C'est déjà ça à la fin. Et que tu étais persuadé que ça ne serait pas Joe Biden ou quiconque autre qui pourrait être le nouveau président. Et je me demande quelle était ton impression quand tu as appris que c'était Biden, parce que moi j'ai passé de très mauvais moments. Je pensais qu'il pouvait perdre encore, comme Hillary. Moi j'avais voté pour Hillary, mais avec l'âme lourde. Je n'étais pas contente, j'aimais pas beaucoup cette femme, mais je me suis dit, il va encore faire le coup. Et pendant 2 jours après l'élection, c'était horrible. Mais je vois que toi, tu avais la même impression. Et quel était ton état d'esprit quand tu as compris, non, il ne va pas être le président pour un deuxième mandat?
En fait, bon, ça c'est une satisfaction, je ne renierai rien des dernières lignes du livre, parce que ce que je dis n'est pas exactement, je dirais, ce que tu dis là. Dans les jours qui précèdent, bien entendu, et depuis, je ne sais pas, disons depuis l'été, je suis bien entendu, je suivais les sondages, et je regardais les sondages. Et il était clair qu'il y avait une différence très très nette entre Hillary Clinton et Joe Biden dans leur affrontement avec Trump. Ce n'est pas tellement les écarts dans les intentions de vote qui étaient quand même plus élevés, de l'ordre, je dirais, de 5 à 6% pour Joe Biden, alors que c'était de l'ordre de 3 à 4% pour Hillary Clinton. Mais je notais, tu as dû le voir, qu'il y avait une différence essentielle, c'était que au moment de l'élection, donc en novembre 2016, ce qui frappe tout le monde, c'est que la cote d'impopularité des deux candidats est extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire d'une élection présidentielle. 59% des électeurs ont une opinion négative et de Trump et de Hillary Clinton. Bien entendu, c'est une coïncidence que ce soit exactement le même chiffre, mais près de 2 tiers des électeurs ont une opinion négative. Alors, de ce point de vue-là, Biden se présente avec un avantage extraordinaire. Il y a une différence de 17 points, de 17% en termes des opinions négatives. Il a une opinion beaucoup moins négative, 42%, auprès du public en général. Donc là, je me dis, ça va faire une différence. Alors, du point de vue des sondages, on sait qu'un certain nombre de gens, et c'est typique, je dirais, des gens qui votent pour des candidats populistes, quand ils sont interrogés par des sondeurs, il y a une partie qui dissimule, qui n'osent pas, qui savent qu'il y a un stigma associé à un candidat comme celui-là. Pourquoi? Parce que l'opinion générale, c'est que les gens votent selon leur intérêt, quelqu'un qui va défendre mes intérêts. Et quand l'identification, comme on dit dans un vote de simple contestation, de protestation, quand l'identification est simplement parce que c'est un personnage détestable, parce qu'il représente, je dirais, le même degré que moi-même en termes de ressentiment, les gens ne sont pas très enthousiastes à le révéler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui est un sondeur. Donc ça, c'était la différence. Et comme je l'avais pu le voir en 2016, et contrairement à ce qu'on raconte, c'est un ragot qui circule toujours, quand on dit les instituts de sondage se sont trompés entièrement en 2016, ce sont des gens qui n'ont pas lu véritablement ce que les sondeurs disaient à cette époque-là qui ont pu dire ça. Il y a eu un problème, le problème c'est à la dernière minute, c'est la réapparition de la question du serveur de Hillary Clinton au moment où elle était Secretary of State, donc ministre des Affaires étrangères. Mais ce que je dis dans le livre, je dis la chose suivante, dans les dernières phrases. Je dis, on ne sait pas où on va se retrouver, et je sais que donc les sondeurs considèrent que c'est Biden qui va l'emporter. Je dis, mais avec les pouvoirs dont un président aux États-Unis dispose, il a la capacité d'orienter le vote dans son sens. Et c'est exactement ce qu'on voit ces jours derniers avec Trump, qui téléphone à des gens qui sont en train de vérifier les votes au Michigan, qui leur a des longues conversations avec eux. Une dame en particulier qui avait dit, oui, bon, le vote dans tel county, dans tel comté était tout à fait correct. Trump l'appelle pour, soi-disant, d'après ce qu'elle dit, c'était juste pour savoir si j'allais bien, mais le fait est qu'elle écrit le lendemain un affidavit pour dire non, je te retire ce que je viens de dire. C'est un président qui n'a aucune, j'allais dire de bonne manière, mais c'est pas ça, qui n'a aucun respect pour les institutions. Appelons-les démocratiques, voilà, je dirais par convention, puisque ce sont des pays qui ne sont pas des pays autoritaires, mais il n'a aucun respect pour les institutions. Il est prêt à utiliser tous les moyens en sa faveur, d'accorder la grâce présidentielle à des gens qui ont été condamnés dans des procès pour d'excellentes raisons. Un personnage prêt à s'accorder à lui-même la grâce présidentielle. Donc, je te corrige un tout petit peu. Bien entendu, quand j'écris ça... Je suis là pour ça. Oui, d'accord, mais quand j'écris ça le 5 septembre, c'est-à-dire quand même 2 mois avant l'élection, je dis comme ça se présente plutôt bien pour Biden. Encore que tu as dû le voir dans le livre, je suis extrêmement critique pour Biden.
et au moment où a lieu le impeachment, la procédure de destitution, et où le Parti démocrate décide qu'il va le faire uniquement sur cette question de l'Ukraine, et que tout le monde sait que M. Biden est quelqu'un qui, voilà, c'est un type sympathique, blablabla, mais c'est quelqu'un qui a quand même trouvé absolument normal que son fils Hunter soit dans le conseil d'administration d'une entreprise en Ukraine et reçoive chaque mois $50 000 simplement parce que son nom c'est Hunter Biden, parce que c'est le fils d'un vice-président. Je dis à ce moment-là, ça n'aidera pas non plus les démocrates. Le billet, tu as dû le voir que je fais à ce moment-là, je dis, quand on apprend cette histoire, je dis mauvaise nouvelle pour les républicains et pour les démocrates. Oui, c'est sûr. Mais alors, à ce moment-là, si nous sommes dans le cas où, par exemple, moi j'ai su que Trump allait gagner la première fois, j'étais étonnée et même les sondages étaient très pour Hillary Clinton. Tout le monde, tous les Américains que je connaissais disaient que Hillary va gagner. J'ai dit non, vous allez voir. Et en fait, je crois que les gens qui refusent de dire la vérité aux sondeurs sont ceux qui se sentent pas à la hauteur, qui sont mal payés, qui sont mal fichus, ils estiment être négligés, et c'est vrai. Et ils pensent que Trump comprendra ça et que Hillary ne comprendra jamais. Cette fois-ci, il y a eu, heureusement, assez de travail par les démocrates, j'en ai essayé d'en faire partie, et c'était beaucoup mieux organisé parce que les démocrates, j'appartiens aux Democrats Abroad, autant dire toutes les vérités, démocrates abroad, démocrates à l'étranger, n'est-ce pas, en France, et nous sommes 9 millions dans le monde. Eh bien, nous étions beaucoup plus à l'aise cette fois-ci parce que, d'une part, les démocrates avaient envie de sortir et de voter. Ils avaient peur, évidemment, que ça se passe comme ça, parce que si ça avait été Trump, et ça je l'ai dit à tous mes amis, c'est tout de suite, l'Amérique est un pays fasciste. Ça va être totalement transformé et on retournera probablement jamais à ce qui était tout de même un idéal, la Constitution, enfin toutes les... Ce sont peut-être des mots comme ça, mais ça compte pour les Américains. La preuve, c'est que nous avons toujours le système absolument de 1777 d'avoir les votes par État avec, c'est pour ça que quelqu'un a 305 votes et pas 7 millions, enfin on sait qu'il a 7 millions, mais le collège électoral, c'était fait, c'est un phénomène de l'esclavage parce qu'il fallait faire dire au sud où il y avait de grandes propriétés, mais pas beaucoup de monde, c'est-à-dire les blancs, les hommes et les blancs, mais beaucoup d'esclaves. Alors on a fait cette horrible règle 3-5. 5 esclaves dans le sud sont égales à 3 personnes. Et on compte sur la population et c'est toujours les mêmes chiffres, enfin on fait toujours sur les mêmes chiffres, mais c'était fait pour favoriser le Sud et pour faire un argument pour qu'eux se rejoignent aux États-Unis. Moi, je pense qu'on aurait peut-être dû les laisser dehors, mais bon. En effet, oui, c'était de rassembler des gens pour la union, pour l'union. Et là, on a eu les confédérés. Il y a eu surtout, à ce point de vue-là, puisque tu mentionnes ça, il y a eu cette volonté à la fin de la guerre de sécession, donc au début des années 1860-1870, de permettre au Sud de repartir. Et donc, on a effacé l'ardoise sur beaucoup de choses, et en particulier sur ce qui aurait dû être, ce qui avait été promis. C'était quoi, 4 acres and a
Namur, qui n'a jamais été mis en application. Et à la place de cela, les anciens esclaves sont entrés dans un système de métayage où en fait ils se trouvaient de facto dans une situation encore plus défavorable que celle de l'esclavage, où il y avait au moins une responsabilité de l'esclavagiste de s'arranger pour que ces esclaves soient en vie le lendemain matin. À partir de ce moment-là, on a, pour adopter le vocabulaire néolibéral, on a responsabilisé les esclaves, ils ont pu s'occuper de tout dans une situation absolument déplorable. Le résultat, c'est ce qu'on a vu en fait dans les années 20, dans les années 10 et 20, tu as vu le Sud qui bâtit, qui construit de grands monuments à ces généraux sécessionnistes qui avaient été donc à la tête de la Confédération, et ce qui a conduit en particulier donc en 2000, c'était quoi, en 2017 aux événements de Charlottesville où en fait un certain nombre de personnes demandent à ce qu'on enlève ces statuts de traîtres à la République fédérale américaine, et qui ont conduit donc aux incidents qui ont provoqué en particulier la mort de Heather Heyer, qui a été renversée par un de ces manifestants suprémacistes blancs qui a utilisé sa voiture comme un bélier. Et là, au tout début, non, c'est en 2016, c'était en août 2016, et là, Trump se révèle parce qu'on lui demande un commentaire justement sur la mort de cette contre-manifestante. And there are good people on both sides. Exactement. Ça fait absolument le tour de l'Amérique, et on a vu pour la première fois réellement en public comme ça qu'il était raciste et qu'il était vraiment dangereux. Et tu connais beaucoup mieux l'histoire américaine que moi, d'ailleurs. Mais je veux te dire autre chose. Encore un petit compliment, parce que le fait que tu sois psychanalyste, ça me paraît très important dans ton livre. Tu es aussi sociologue, tu es aussi anthropologue. On va laisser les diplômes comme ça, tout le monde en a un petit peu. Mais le fait que tu as pu rapprocher la condition mentale de Trump à ce que disait probablement, en tout cas, un de tes professeurs ou quelqu'un, en tout cas, que tu as lu, qui est comment s'appelle-t-il? Eric Fromm. Fromm, je perds les mots. C'était parce que moi aussi j'ai lu les livres d'Eric Fromm. Le fait que Trump soit comme cela, qu'on se considère comme le centre de tout, le centre du monde, qui doit checker à tout moment si c'est toujours lui le patron, et qui se débarrasse de tous ceux qui sont autour de lui. Tu connais ça beaucoup mieux que moi, mais est-ce que cet état mental a une base physique? C'est une question que je voulais poser, parce que comment se fait-il que l'on peut être à ce point un homme qui ne pense qu'à lui et être en même temps président des États-Unis? Je sais que ça le met en relief, que c'est très prestigieux, mais comment peut-on même vouloir diriger un pays de 330 millions de personnes? C'est uniquement parce qu'il est le centre du monde? Est-ce qu'il y a un conditionnement physique, un gène quelque part qui... Selon son épouse actuelle, Melania, c'était juste une campagne commerciale. Que se présenter aux primaires, c'était uniquement une opération commerciale, c'était pour qu'on parle de lui, parce que c'était en particulier une époque un peu difficile du point de vue financier. Mais je ne suis pas sûr de ça, parce qu'il y a cet événement qui se passe en 1984, à l'époque où son épouse est en fait tchécoslovaque, et où il se rend en Tchécoslovaquie, et on ne sait pas exactement ce qui se passe, sauf que le père de sa première épouse
épouse, c'est Ivana, est quelqu'un qui travaille pour les services secrets de la Tchécoslovaquie. Et Trump revient, et tu as dû voir ça, il revient, on est en 84, il revient de Tchécoslovaquie, et à l'époque où il n'est pas encore véritablement un millionnaire qui peut comme ça dépenser $100,000, il dépense $100,000 pour avoir une page entière dans le Boston Globe, dans le New York Times, dans le Washington Post, je crois qu'il y en a encore un, et qu'est-ce qu'on voit exactement comme étant ça, ce qu'il dit là, c'est en matière de politique étrangère, c'est la position officielle de l'URSS. Il signe un texte comme celui-là. Et aussitôt, dans la presse des pays de l'Est, il y a des articles disant ah, M. Trump se présentera peut-être un jour comme président de la République, c'est quelqu'un d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un lien de cause à effet entre le fait qu'il se rende dans ce pays. Et bon, tu sais bien, à l'époque, les services secrets de la Tchécoslovaquie et ceux de l'URSS devaient sans doute communiquer de manière, je dirais, quasi instantanée, et qui revient pour défendre la position officielle de l'URSS dans un message, et que dans la presse là-bas, on dise aussitôt, voilà, c'est quelqu'un qui promet en termes de présidence. En 84, donc ça fait quoi? Ça fait 16, il y a 36 ans, il est encore quelqu'un de très jeune, et ça n'a aucun sens que quelqu'un qui est connu uniquement comme étant comment dit-on, un entrepreneur dans le modèle dans le domaine de l'immobilier fasse une grande déclaration politique. Et peu de temps après, quand on l'interviewe, parce qu'il y a quand même quelques journaux qui l'interviewent à ce propos-là, ils disent ah oui, la question de la guerre froide, bon, c'est une question simplement de bombe atomique, et c'est une question que tout le monde peut maîtriser. D'ailleurs, moi, je la maîtrisais en à peu près un quart d'heure. Bon, oui. On a déjà Donald Trump disant absolument n'importe quoi. Donc, la question de Trump devenant président des États-Unis, elle est posée peut-être pas aux États-Unis, mais dans la presse étrangère, en particulier dans le monde de l'Est, elle est posée il y a 36 ans. C'est étonnant, absolument étonnant. Est-ce que tu peux alors retourner aux États-Unis et me dire quelque chose que je n'ai jamais compris? Parce que quand le rapport Mueller est sorti, et je ne savais pas grâce à toi que je le sais, que c'était l'horrible, maintenant, Attorney General, le grand, enfin, président. Oui, ministre de la Justice, oui. Ce monsieur Barr. William Barr, oui. William Barr, qui est vraiment le pire que l'on puisse imaginer. Il est totalement pour Trump et il ignore la loi, ce qui est quand même grave pour les Attorney General. Mais je trouve que le rapport de Mueller est étrangement, et quand c'est sorti, même avec les caviardages de Barr, pourquoi est-ce aussi d'un côté, mais de l'autre côté, enfin pourquoi il ne prend pas position? Parce que tout ton bouquin va vers le fait que c'est un espion russe, en gros. Enfin, et d'ailleurs, le titre, c'est haute trahison. Oui, selon moi, oui. Donc, bon, et puis tu fais un très bon cas pour ça. Et c'est ce que j'ai pensé très tôt aussi. Mais Mueller, qui est tout de même quelqu'un qui a occupé une place importante, il a été à la tête du FBI pendant 12 ans. Oui. Alors, comment peut-il être pris comme ça, comme un bébé? Il n'a pas été pris comme un bébé.
Il n'a pas été pris comme un bébé. Il y a eu un peu une surprise. Au moment où il vient, parce qu'on l'oblige à déposer, devoir faire une audition, on s'aperçoit que c'est un monsieur qui est plus vieux qu'on imagine. Il hésite un peu pour ses mots, il a des problèmes de mémoire, c'est clair, et sa voix est un peu chevrotante. Donc, ce n'est pas l'ancien commandant de marine il a été une époque, le grand chef du FBI à l'époque des événements donc des Twin Towers, des tours jumelles, mais ce qu'il fait est extrêmement subtil, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il inculpe uniquement des Russes, soit des gens qui sont à Saint-Pétersbourg et qui sont des civils dans cet institut sur l'Internet, de recherche sur l'Internet, soit des fonctionnaires qui sont donc des militaires. Il les inculpe eux, mais dans des rapports où il est mis person one, la personne numéro 1, l'individu numéro 2, etc., dont chacun peut lire que c'est Donald Trump. Mais simplement, il prend à la lettre cette idée qu'un président américain en exercice ne peut pas être inculpé. Mais il constitue un dossier extraordinaire, ce qui me permet que le jour où il y a dans le calendrier une chose extraordinaire. Mueller inculpe donc ses officiers russes la veille du jour où Trump va rencontrer Poutine. La veille du jour où il rencontre Poutine. Et on sait que Trump va faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire essayer d'avoir un entretien secret, individuel, avec Poutine, où Trump sera convaincu qu'il est uniquement avec deux autres personnes, l'interprète russe qui traduit dans les deux sens ce que lui dit et ce que Poutine lui répond, et Poutine lui-même. Il croit qu'il est seul avec eux. C'est le lendemain du jour où Mueller a rendu son rapport disponible, où il dit, si quelqu'un maintenant, avec ce qu'il sait de rapport de la Russie avec nous, si à ce moment-là quelqu'un révèle de l'ordre d'un secret américain à ces Russes, dont on sait maintenant exactement ce qu'ils font, ce n'est plus une question de collusion, c'est une question purement et simplement d'espionnage. Alors, ce n'est pas écrit comme ça. J'ai la chance d'avoir eu un père qui était juriste et qui, c'était au déjeuner ou au dîner, expliquait ce que les termes juridiques voulaient vraiment dire. C'est ça qu'il a fait Mueller. Mueller, à mon sens, il n'a pas fait d'erreur, il a préparé entièrement les choses pour la suite. Et alors, je te rappelle, au moment où Adam Schiff a une discussion avec lui au moment de l'interview de Mueller et où Adam Schiff, qui est donc président démocrate de cette commission, lui dit « Est-ce que monsieur Mueller, s'il s'agissait davantage d'une question de contre-espionnage, est-ce que des situations comme celle-ci ne seraient pas extrêmement difficiles pour un pays ?» Et Mueller lui répond « Oui, parce que ça demanderait véritablement une organisation irréprochable. » C'est à peine codé. Personne, moi je n'ai vu personne, ni dans la presse américaine ni ailleurs, qui a relevé ces deux ou trois phrases. Mais ces deux ou trois phrases, c'était entre Schiff et Mueller de dire cher ami, nous savons bien, toi et moi, qu'on est dans une question de contre-espionnage, c'est-à-dire une question effectivement de ce qui a pu se passer véritablement en Russie quand Trump se trouvait là. Ok, très bien. Bon, mais eux deux le savaient. Mais qu'est-ce que tu fais alors de toute la population américaine? Et là, je dis entre parenthèses qu'il y a eu une question et on devrait spécifier exactement qu'est-ce qu'on entend par les Américains, parce que, je peux vous le dire, c'est une société de classe. Autrefois, on disait, ah, mais les Américains, c'est un classless society, une société sans classe, ce qui est absolument le contraire de ce qui se passe réellement. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie de la psychologie et de la psychose de Trump, parce que sa famille était immigrante, ils ont été jamais reçus, ils habitaient le Queens, c'est comme si, je ne sais pas, quelqu'un en France était né en Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup de gens très bien, je ne veux pas critiquer la Seine-Saint-Denis, mais ça n'est pas un nid de milliardaires. Et les New-Yorkais de Manhattan n'auraient absolument pas l'idée
d'inviter quelqu'un qui vient des Queens. Mhm. Voilà. Et je pense que ça a pu contribuer aussi à ce narcissisme de Trump, parce qu'il fallait dire, bon, Oui. c'était pas, ça c'est pour répondre un tout petit peu à la question de cette personne qui nous regarde. Et du coup, bien sûr, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'étais très déçue, tout le monde était déçu. Tous ceux qui étaient autour, on attendait de grandes choses de Mueller. Et il a donné une sorte de soupe tiède. Et c'était peut-être pour toi évident que, et c'était peut-être évident pour le monsieur du Congrès, enfin aussi chiffre. Mais pour le public, ça nous laissait complètement, ça nous larguait complètement, alors qu'on avait envie d'entendre des choses vraies sur son comportement et sur sa mentalité et sur ses crimes. Oui, mais il y a un moment donné, c'est juste avant l'élection de 2016. C'est une discussion entre Comey, James Comey, qui est à la tête du FBI, et celui qui dirige, j'oublie son nom, mais qui dirige la campagne du Parti démocrate, et qui lui dit à Comey, pourquoi est-ce que vous sortez des choses comme ça qui sont entièrement contre le Parti démocrate et pourquoi vous ne dites rien à propos du Parti républicain? Et la réponse, elle est évidente. C'est parce qu'on peut parler de ce qui se passe au niveau du Parti démocrate, parce que ça ne concerne que des Américains, alors que ce qu'on pourrait dire sur le Parti républicain, c'est le candidat à la présidence est probablement un espion russe. Et ça, Comey sait qu'on ne peut pas le dire, et il le fait entendre à la personne qui lui répond. Et c'est ça qui déséquilibre, je dirais, toute la présidence de Trump, c'est qu'on peut parler, on peut dire, si un démocrate a volé 25 centimes dans une boutique, on peut en parler dans les journaux. Mais de tout ce qu'ont fait les personnages, les Paul Manafort, les Roger Stone et tout ça, on ne peut pas en parler parce que tout ça, ce sont des questions en fait, parce qu'on sait maintenant, parce que Manafort, il envoie des messages cryptés à son collaborateur dont on dit c'est un agent russe. Roger Stone, quand il cache... Un agent ukrainien aussi, il connaissait très très bien l'Ukraine. Oui, bien entendu, mais il travaillait de manière directe avec des agents russes. Quand Roger Stone cache la personne à qui il a le nom de la personne à qui il a demandé de contacter Wikileaks, pourquoi est-ce qu'il a caché le nom de cette personne? Parce que cette personne-là, il y a un soupçon d'espionnage sur cette personne-là. Alors, il donne le nom d'une personne dont tout le monde sait que ce n'est pas un espion. L'autre, il cache le... C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à un iceberg en permanence et on nous dit des petits trucs qui se passent sur la surface, mais on voit, et le FBI, le CIA, etc., chaque fois qu'on les interroge, nous donnent des indications très, très discrètes sur le fait qu'il se passe quelque chose ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas le regard négatif que tu as sur Mueller. J'ai l'impression, au contraire, qu'il a très, très bien joué, mais c'est dans les textes. De la même manière que tu as peut-être vu le rapport du Sénat. C'est le rapport du Sénat, je crois que c'est du mois d'août. Et quand ce grand rapport du Sénat, signé par les deux partis, c'est signé par les deux partis, c'est un rapport bipartisan, et que la presse nous dit ben ça ne parle pas du tout de ces accusations sur le fait que peut-être les Russes auraient des dossiers sur le fait que quand Trump était dans un hôtel à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, il s'est passé des choses et que ça aurait été signé. Quand tu vas voir ce rapport, et je regarde ce rapport, il y a 10 pages de ce rapport tout en noir, mais dont le titre est « Que s'est-il passé réellement à l'hôtel Ritz à Moscou ?» Alors on nous dit, on n'en parle pas dans ce rapport. Si, il y a 5 pages, mais qu'on ne peut pas lire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, il y a 5 pages. Et si tu regardes les pages un peu avant, il y a des photos de M. Trump en compagnie de certaines dames dont le visage est plus ou moins caché, mais on le voit entrer et sortir de Ritz avec des personnes dont l'apparence générale, bien qu'on ne voit pas leur visage, est de personnes bien habillées, etc. etc. Et tu sais l'histoire, quand le lendemain du jour où on parle de cette affaire qui se serait passée au Ritz à Moscou, il se rend au ministère des affaires du commerce de la Russie
Et les fonctionnaires du ministère du Commerce se demandent pourquoi il est accompagné de 2 jeunes personnes de très accortes et très sympathiques. Mais ce sont manifestement les personnes avec qui il a passé la nuit et qu'il a sans doute, parce que c'est Trump, dit « Et demain, je vous emmène au ministère du Commerce ». Personne ne comprend ça. Même les Russes ne comprennent pas qui sont ces 2 jeunes filles qui l'accompagnent quand ils rencontrent un ministre. Mais quand on connaît un petit peu Trump, quand on connaît toutes ces affaires avec Stormy Daniels, avec Kelly, j'oublie le nom de l'autre, etc. Oui, C'est le personnage. on a payé des centaines de milliers de dollars à toutes les deux. Ça, c'est connu. Ouais. Ça, c'est connu parce que ça intéresse les Américains et la presse en parle. Kelly McDougal, voilà. Oui, c'est ça. Bon. Je peux me permettre de te poser une question, Paul, Oui, bien sûr. sur ta méthode de travail. Enfin, moi, ce que je trouve saisissant dans l'ouvrage, c'est donc il y a un travail de veille, d'actualisation permanente sur la base de sources qui sont recoupées. Et je voulais juste savoir, enfin, comment tu procèdes pour à la fois donc tenir ce journal de bord du Trumpisme, et comment tu fais pour hiérarchiser, décider de quelle est la bonne source, est-ce que tu as des informateurs sur place qui te donnent des tuyaux, enfin, comment tu procèdes pour produire ce récit en temps réel du saccage par Trump des États-Unis? Non, bon, j'ai de la famille, mais ils n'ont pas d'informations particulières. Dans ma famille, il n'y a que des électeurs démocrates et le problème, c'est juste de savoir s'ils sont plutôt pro-Sanders ou bien pro-Hillary Clinton. Non, bon, j'ai 2 sources. C'est bien entendu, c'est la presse, la presse écrite. Le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal et le Guardian qui fait énormément de choses très intéressantes, Financial Times aussi. Donc, je suis abonné à tous ces journaux-là et je lis tout ce que je trouve. Je regarde aussi MSNBC, je regarde CNN, PBS, UPS, etc. Enfin, tout ce que je peux trouver en termes d'informations. Et tes journées durent 48 heures, c'est ça? Non, quand on me demande combien de temps je travaille par jour, oui, c'est effectivement 14 heures, mais tu connais ça, Susan, parce que tu ne serais pas arrivé à faire ce que tu pouvais. Je ne connais pas tout, j'ai appris plein de choses dans ton si tu ne faisais pas bouquin, exactement la même chose. Nous n'avons pas toute la nuit, hélas, pour parler de tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe maintenant? Beaucoup de gens avaient dit très tôt, il y a 6 mois, il ne va pas partir gentiment. Non. Et alors, qu'est-ce que tu penses parce qu'il y a, apparaît-il, 70% des républicains qui croient qu'effectivement, ça n'était pas l'élection la plus surveillée de l'histoire des États-Unis, comme dit celui qui est l'un des tout récents mis dehors, Chris Krebs, qui a passé 2 ans, 6 et 3 avec son équipe, à prétendre être dans telle ou telle situation dans les élections et de voir toutes les possibilités de fraude ou de difficultés, justement pour éviter ce genre. Et c'était quelqu'un qui travaillait pour Trump. Trump l'a mis dehors parce qu'il a dit non, c'est l'élection absolument le plus policée dans l'histoire du pays. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, juste pour terminer, pour répondre à la réponse à Arnaud sur mes sources d'information, je lis aussi quand il y a des rapports qui sont des inculpations, quand il y a des rapports judiciaires, des commissions du Sénat ou du Congrès, je lis tout ça. Voilà. Et je prends le temps qu'il faut. Et pour le rapport du Sénat, c'était 350 pages. Pour le rapport Muller, c'était 500 pages. Mais je les lis. Et bien entendu, c'est là qu'on trouve des informations. Ou aussi, quand il y a des dépositions directes, je suis, à ma connaissance, la seule personne qui a noté le fait que Muller essuie une larme au moment où Schiff lui pose une question. Quand il lui dit est-ce qu'on n'est pas dans une situation extrêmement tragique pour notre pays, à ce moment-là, les larmes viennent aux yeux de Muller et il essuie une larme. Et là, bon, j'ai regardé donc tout ce qu'on a pu dire dans les journaux, à la télévision américaine, j'ai vu personne qui avait noté ça. Mais pourquoi? Parce qu'il faut vraiment avoir les yeux rivés sur l'écran pendant que ça se passe. Si à ce moment-là, vous saisissez votre tasse de café parce que voilà, vous ne l'avez pas vu. Pour ce qui est de ce qui va se passer maintenant, là, tu le sais, Susan,
moi, ma réputation aux yeux du public, c'est essentiellement parce que j'ai prévu la crise des subprimes. J'ai dit, ce truc dont personne n'a entendu parler, qui sont des securities, des titres subprime, c'est une partie infime dans l'économie américaine, mais ça va provoquer une catastrophe. Et là, je me suis avancé. Mais dans une situation comme celle-ci, où il y a tellement d'éléments en place, où c'est une catastrophe au sens de René Thom, et que ce que disait René Thom à propos des catastrophes quand il en parlait, si je laisse tomber mon miroir et qu'on me dit il y aura combien de morceaux, je vais vous dire il est brisé, mais je ne veux pas vous dire combien de morceaux il y aura, pour combien d'éclats de verre il y aura par terre. Et là, je crois qu'on est dans une situation de ce type-là. Il y a tellement d'éléments en présence, il y a une telle détermination de Trump, il y a encore des tas de choses dans les pouvoirs qui sont les siens auxquels on n'a pas encore pensé. On a vu, c'est à peu près il y a 4 jours, qu'il a consulté ses généraux pour savoir si on pouvait aller détruire l'Iran d'un seul coup. Ça l'aurait bien arrangé. Tu connais sûrement le fameux film Walk the Tail, où Robert De Niro et Dustin Hoffman réfléchissent parce que la presse va publier une information sur le fait que le président a eu une relation avec une personne qui a moins de 18 ans, est-ce qu'on ne déclarerait pas à l'Albanie la guerre à l'Albanie pour attirer l'attention du public sur autre chose? Et ça, c'était bien vu. C'est des choses qui se passent en ce moment même. Tu sais, il y avait ce rapport de Anonymous, la personne qui a signé Anonymous et qui avait d'ailleurs fait un éditorial op-ed dans le New York Times. Cette personne avait dit à l'époque, il y a heureusement autour de Trump suffisamment encore de gens que quand il a un dossier qui pourrait produire une catastrophe, qu'on le retire à la dernière minute et qu'il ne s'en aperçoive même pas parce qu'il n'a pas la moindre idée de ce qui se trouve sur son bureau. Est-ce qu'on est encore dans une situation de ce point de vue-là? Au moment où on a parlé des événements de Charlottesville, au moment des événements de Charlottesville, il y a eu une demi-douzaine, 6 au moins généraux qui ont dit « Monsieur Trump, on n'est pas, vous et moi, dans le même pays. » Ils ont dit à peu près la même chose. On n'est pas, nous, à la tête de troupes qui représentent la défense de gens suprémacistes blancs. Alors, est-ce que ces généraux-là, est-ce qu'ils se coordonnent en ce moment ? Est-ce qu'il parle à M. Schumer, à M. Schiff? Est-ce qu'il parle à Mme Nancy Pelosi? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai pas accès à ce type d'informations. Est-ce qu'il y a un filet de secours? Je ne sais pas. Est-ce que Trump est arrivé suffisamment à détruire ce qu'il appelle, lui, le deep state, et qui en fait simplement c'est l'administration? Est-ce qu'il est arrivé là, de le détruire suffisamment? Je n'en ai pas la moindre idée. Il paraît qu'il a dit à quelqu'un que peut-être qu'il allait partir, mais qu'il reviendrait en 2024. 24. Oui. C'est une possibilité. C'est possible, oui. Hélas, oui. mais nous avons le temps tout de même de comprendre ce qu'il a fait et j'espère qu'il sera pris tout de suite en tôle, enfin qu'il y aura des procès contre lui parce que c'est pas seulement les affaires sexuelles, c'est aussi énormément de fraude, énormément aussi certainement de captation, et puis la haute trahison, ça n'est pas rien. Est-ce que, à ton avis, on en parlera franchement quand il ne sera plus président? Est-ce que l'on peut admettre aux États-Unis que l'on a pu avoir quelqu'un comme ça qui a été le président des États-Unis et qui a commis crime sur crime? Oui, oui. Ben, il y a 2 éléments. Tu m'as vu sans doute applaudir à chaque fois que Mueller, au lieu de transmettre les dossiers au niveau fédéral, où Trump peut se donner un pardon, la grâce à lui-même, qu'il le distribuait dans différents États. Et c'était les Attorney Generals de New York et d'autres États qui devraient s'occuper de cette affaire. Ça me paraissait extrêmement prudent de sa part et c'était une bonne manœuvre. Mais tu viens de me poser une deuxième question dont j'ai oublié ce que c'était. Mais est-ce que l'on peut tout de suite faire des procès contre lui dès qu'il sera dans le civil? Oui, non, l'aspect, bon, là j'y réponds dans le livre. Est-ce qu'un pays comme les États-Unis
pourrait révéler à la face du monde qu'il a permis, dans un processus démocratique, que devienne président quelqu'un en fait qui était soit un agent d'une puissance étrangère, soit qui était sous la menace de révélation, la victime d'un chantage, là, moi, je ne crois pas. Et là aussi, c'est l'expérience d'avoir eu un père qui était non seulement un juriste, mais aussi un haut fonctionnaire. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire apparaître en surface. C'est-à-dire qu'on pourra l'accuser sur des tas de choses, mais c'est l'affaire Al Capone. Al Capone, bon, il a tué des tas de gens, c'était un gangster, et on le condamne pour fraude fiscale. Et tu as vu l'affaire sur Manafort, sur Roger Stone, on les accuse d'avoir trahi l'IRS, c'est-à-dire le fisc, parce qu'il y a déjà tellement de choses à ce niveau-là qu'on n'est pas obligé de dire c'est un espion et c'est pour ça qu'on l'arrête. Je crois qu'on arrivera à faire la même chose pour Trump si on veut. Et ça, c'est un débat, je vois, dans l'opinion et dans le Parti démocrate en ce moment. Si on arrive au pouvoir avec Biden, est-ce qu'il faudra le poursuivre, oui ou non, ou mettre ça entre parenthèses? Le personnage est tellement dangereux pour la suite que beaucoup de gens disent qu'il vaudrait mieux le mettre carrément sur les barreaux. Et tu as peut-être vu ma proposition depuis longtemps. Ma proposition, c'est que dans une situation comme celle-là, dans l'Antiquité, parce que ça existait, qu'est-ce qu'on proposait au chef de l'État? On lui proposait l'exil. On lui proposait l'exil, un exil doré, bien entendu. Les îles. L'exil, un exil, exil. Sur une île, oui. Islands. Éventuellement sur une île, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, dans un pays qu'il aime bien comme l'Arabie Saoudite où il a beaucoup d'amis. Mais je crois que j'ai insisté. J'ai d'ailleurs pensé à faire, et je l'ai fait, une vidéo qui a assez bien circulé finalement en anglais aussi, en disant simplement, c'était quelques phrases, en disant proposez s'il vous plaît au président Trump l'exil comme une porte de sortie, pour qu'il ne se retranche pas comme il est en train de le faire en ce moment, en sachant que s'il perd, ce sont des centaines d'années de prison qu'il risque. Oui, ça croise. Quelqu'un nous pose la question, Trump et les républicains. Ce Trump, avant de devenir un politicien, a été dans le Parti démocrate pendant quelques années, et puis il allait dans le Parti républicain, et puis il retournait chez les démocrates, etc. Je crois que c'est pas la question. La question, c'est quel est son pouvoir, quelle est sa puissance là où il est, parce qu'il est tout à fait capable de redevenir démocrate demain matin s'il veut, je ne sais pas. Tout est comme ça, tout est pour son intérêt et l'intérêt du moment. Est-ce que tu crois que Trump est stupide, en gros? Je crois qu'il est très malin, mais stupide, parce qu'il y a des moments dans le livre où on a cette impression qu'il se laisse faire par des gens beaucoup plus intelligents que lui. Les Russes, pour commencer. Oui, parce que bon, tu as dû voir le SAT, donc l'examen qui permet d'entrer dans le système universitaire aux États-Unis. Sa nièce a révélé qu'il avait payé un de ses camarades pour le faire à sa place. Il n'a jamais réussi à entrer véritablement dans une université d'un niveau suffisant. Mais ceci dit, il a eu comme conseiller Roy Cohn. Son premier avocat, c'est Roy Cohn. Et qui est Roy Cohn? C'est l'âme damnée de Joseph McCarthy à l'époque du McCarthy. Mon Dieu, celui-là. L'idole, le mentor de Trump, c'est Roy Cohn, qui est en fait la plume de Joseph McCarthy. Ça, c'est le personnage qui l'impressionne. Et au moment, et ça c'est très typique, et ça tout le monde l'a raconté, c'est son meilleur ami. Il parle que de Roy Cohn, et un jour on apprend que Roy Cohn, qui est homosexuel, a le sida, et à ce moment-là, Trump fait immédiatement ce qu'il fait avec tout le monde. Quand on lui demande qui est Roy Cohn, il dit c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée, je sais pas. Jamais, oui, ça c'est la énième fois qu'il fait ça, et je voudrais aussi informer ceux qui nous regardent qu'il y a 20 000 mensonges de Trump qui ont été loyalement comptés par le Washington Post. Oui. Mais ceci dit, à la place de Roy Cohn, maintenant, il a, depuis le début de sa présidence, il avait Steve Bannon.
Donc Steve Bannon, Oui. un type intelligent, un type très intelligent, un véritable penseur donc du suprémacisme blanc, de l'extrême droite identitaire, qui a essayé et qui essaye peut-être encore de fédérer les extrêmes droites européennes. Et ce type-là, il lui fait confiance. Et quand mais Stephen Bannon a été arrêté parce qu'avec des copains, il a pris de l'argent qui devait aller vers le mur de Trump. Effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas encore des coups de fil. Il y a un article du Washington Post hier qui parle de conversations téléphoniques entre Rudy Giuliani et Steve Bannon. Donc ça a encore lieu. Et là, c'est une chose que j'avais mentionnée le 27 juillet, quand j'avais parlé du plan que en fait, Trump applique en ce moment. J'avais dit c'est un plan beaucoup trop diabolique, beaucoup plus trop machiavélique et trop intelligent pour que Trump y ait pensé lui-même. C'est probablement une idée de Steve Bannon. Et quand je vois hier que Steve Bannon était encore en train occupé d'insuffler à Rudy Giuliani ce qu'il doit dire devant les cours, j'ai été convaincu que c'est effectivement le penseur de Trump, c'est Steve Bannon. Encore. Oui, encore en ce moment, malgré le fait qu'il soit inculpé pour une escroquerie. Je fais remonter quelques questions, si vous le voulez bien tous les deux. Une question qui recroise certaines choses que vous avez déjà discutées de Sandrine Fauvin. Les poursuites éventuelles contre Trump pour haute trahison peuvent-elles expliquer en partie son impossibilité à reconnaître sa défaite, à lâcher le pouvoir? Oui, certainement, parce que s'il est réélu, bien voilà, il gagne 4 ans par rapport à ça et par rapport à beaucoup d'autres choses, en particulier par rapport au principe qui est un principe qui n'est pas véritablement écrit nulle part, mais qui est répandu comme étant la doxa du ministère de la Justice, qu'on ne peut pas inculper un président en exercice. Alors, il parle déjà, hein, parce que son grand ami, son grand copain, son grand exemple, c'est quand même Poutine. Il parle déjà d'être nommé à vie. Donc, il sait que tant qu'il peut continuer à surfer, je dirais, à être président des États-Unis, il est indemne. Et aussi qu'il peut continuer, parce que ça a été mis en évidence dans la cour à New York où on s'est intéressé à ces déclarations d'impôts. C'est quelqu'un qui n'a pas de véritable revenu. Ses seuls véritables revenus qui lui venaient, c'était le fait d'être une vedette de la télévision, de la télé-réalité. Et tant qu'il ne peut pas faire ça, la seule chose qu'il peut faire, c'est obliger les invités de marque venant de l'étranger d'aller dans ces hôtels, etc. Des trucs en fait de gagne petit et pas véritablement une source de revenus. Donc, s'il ne veut pas que ces revenus disparaissent non plus, en plus de la question des inculpations, il faut qu'il fasse continuer à tourner la machine comme elle est. C'est évidemment, s'il cesse d'être président des États-Unis, ce sont des catastrophes. Deutsche Bank, qui le soutenait depuis des années par des prêts, s'il n'est plus président des États-Unis, Deutsche Bank va lui dire monsieur, vous devez tant de centaines de millions à la prochaine échéance. Et ça, bon, les journaux financiers comme le Wall Street Journal et le Financial Times font le compte-rendu, le relevé de tous les emprunts qu'il a faits et qui vont bientôt venir à échéance et qu'il ne pourra pas rembourser. Non, c'est quelqu'un qui est la difficulté, je dirais, pour le système américain, c'est que c'est quelqu'un qui va devoir s'accrocher absolument à la présidence s'il ne veut pas que ce soit la catastrophe totale. Et c'est pour ça que, et Susan y a fait allusion à mon analyse un peu en psychanalyse, quand Fromm s'intéresse au personnage du narcissique malignant, du pervers narcissique comme lui, il souligne aussi, parce que le but du livre de Fromm, c'est de réfuter cette chose qu'on répète à son époque. Il écrit ça en 1964. Oui, mais Hitler, c'est pas vraiment un problème parce que c'était un fou. Bon, les fous, et qu'est-ce que vous voulez? Et il veut absolument rendre cela impossible, qu'on ne dise pas Hitler était un fou et qu'un personnage qui apparaîtrait du type d'Hitler, qu'on ne puisse pas à l'avenir dire c'est un fou, qu'on ait une analyse véritablement de type psychologique du profil de cette personne. Mais il dit aussi, c'est une personne qui, au moment, il arrive par le pouvoir qu'il a
à faire que le monde ressemble de plus en plus au mirage qu'il a inventé, parce qu'il peut pousser le monde dans cette direction-là. Mais si le monde s'effondre véritablement, et là on est avec Hitler dans son bunker, à ce moment-là, il n'y a qu'une possibilité pour un personnage comme ça, c'est le suicide. Et donc, vous avez peut-être vu, dans le premier volume déjà, j'ai dit, si le monde se dérobe entièrement par rapport à la représentation que Trump en a, le suicide ne doit pas être écarté. Et je vois dans des remarques qui sont faites dans l'entourage autour de lui, ce sont des allusions, ce n'est pas des réflexions au fait qu'il y aurait, au moment où Nixon pense à sa démission, dans son entourage, on s'arrange pour qu'il n'y ait plus un revolver quelque part dans un tiroir. D'après ce que j'entends, on est en train de faire des choses de cet ordre-là autour de Trump. Ah, Suzanne? alors il y a deux questions sur Julian Assange et Wikileaks. Il y a une question que moi, je peux... Je n'ai pas très bien compris ces passages-là non plus. Tu veux que... Le livre de Paul. Je n'ai pas très bien compris si Assange aidait Trump, aidait la presse, aidait les gens qui étaient contents d'avoir les vraies nouvelles et pas des choses justement cachées, sauf pour deux personnes qui se comprenaient très bien. Et quid de l'avenir d'Assange avec Biden? S'il est extradé aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer pour son jugement? Aussi, est-ce que ça aide? On a une question de Yaren Altoun. Est-ce que ça va aider Biden? Bon, au moment où il y a l'affaire Assange, c'est en 2011, il y a 9 ans, j'écris immédiatement un petit livre et qui c'est publié aux éditions textuelles que j'appelle la guerre civile numérique. Voilà, parce qu'on est dans le hacking, on est dans la tentative donc d'Assange de donner de la transparence par rapport à ce que font véritablement les États. Il y a aussi, j'oublie maintenant le nom de son informateur, enfin ça va me revenir. Et donc moi j'écris un petit livre de défense vis-à-vis d'Assange. Ce qui se passe au moment de l'élection de 2016 et dans la campagne déjà à partir de 2015, c'est que Assange va effectivement apparaître comme un intermédiaire entre les agents secrets russes et la campagne américaine. Et il y a des discussions, effectivement, non pas directement par Roger Stone, mais par les interlocuteurs qu'il envoie, j'oublie leur nom, Enrico et l'autre, vis-à-vis d'Assange. Et Assange promet de révéler un certain nombre de documents. Ce qui se passe à ce moment-là est assez, je dirais, désespérant pour les gens de gauche qui l'ont soutenu. Parce qu'il a un choix à ce moment-là. Quand c'est ce qu'il révèle à propos de Hillary Clinton. Il peut faire des choses qui favorisent soit Bernie Sanders, qui est son rival dans la primaire, soit de favoriser Trump. Et il fait le choix de ne pas favoriser Sanders et de favoriser Trump. C'est-à-dire que quand Assange va faire un véritable choix entre soutenir un socialiste ou alors un socialiste entre guillemets à l'américaine et un proto-fasciste comme Trump, il choisit le proto-fasciste. Donc là, il y a un véritable problème et bon, le regretté Bernard Stiegler, qui était la personne qui m'avait permis d'avoir un dialogue avec Assange un jour, nous en avons discuté. Nous avons même discuté dans un entretien que j'ai fait avec Stiegler. Quelle est notre position à toi, Bernard et moi, vis-à-vis d'Assange maintenant? Et en fait, on en avait, je vends un peu la mèche, on avait discuté un peu avant l'interview, qu'est-ce que nous allons dire? Et nous allons dire, maintenant, nous avons certains doutes vis-à-vis du personnage. Si l'on pense à Snowden, là, il y a une possibilité, je dirais, aussi, pour que, vis-à-vis d'Edward Snowden, que Trump puisse éventuellement le gracier là aussi. Mais là, je reviens à quelque chose que Suzanne a dit au tout début par rapport à la famille de Trump.
le grand-père, bon, le père de Trump, c'est ce qu'on appelle, voilà, dans l'argot, un marchand de sommeil. Le grand-père, c'est un tenancier voilà, de maison close. En anglais, on appelle ça, j'ai regardé dans la notice Wikipédia, on dit brothel en anglais et on dit lupanar en français. Ce sont des personnes, voilà, c'est le genre de famille, une famille qui n'a jamais une véritable reconnaissance. Quand Snowden écrit son livre, ses mémoires, et qui remonte aux gens du Mayflower du côté de son père et du côté de sa mère, Snowden, qui n'est pas un imbécile, très loin de là, c'est un génie. Moi, et d'ailleurs, quand il est apparu à l'horizon, je l'ai appelé tout de suite l'Amérique a désormais son Nelson Mandela. Mais il sait, Snowden, qu'en disant ça, d'une certaine manière, il y a une certaine immunité vis-à-vis de lui, puisqu'il fait partie de fait de l'aristocratie américaine du côté de sa maman et du côté de son papa. Moi, du côté de ma maman, mais pas et de ma grand-mère paternelle. Mais Paul, je veux te dire que ton livre, c'est pas seulement un bon livre, mais c'est un polar. Ah, c'est gentil. Ah, ça j'aime bien, oui. Et que parce qu'il y a des pistes sur lesquelles il faut continuer. Je pense que tu vas le faire. Il y aura un numéro 3. Alors justement, il y a une question. Il y a une question qui justement va dans ce sens-là. Alors donc là, c'était du polar. Maintenant, ça va être de la science-fiction. Pourrait-on avoir une... Alors c'est Gaïa Lassaube qui pose la question suivante. Pourrait-on avoir une réponse détaillée sur l'avenir du Trumpisme comme mouvement politique? Ça va être beaucoup plus difficile de nous débarrasser du Trumpisme que de Trump. Parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à lui, qui ignorent le fait qu'il est milliardaire maintenant, parce qu'il a volé ici et là. L'histoire Non, mais vous avez vu ses impôts. 150 €, enfin bon. Non, mais il a de l'argent, je ne sais pas où et dans quel trou, mais il en a. Mais le Trumpisme, c'est beaucoup de gens qui se sont reconnus dans lui, malgré son fric. Et qui, comme je disais au début sur la famille, j'ai vu Trump peut-être pour la première fois en action dans c'était une télé et il était avec des gens qui et il disait c'était un peu un rallye, est-ce que vous avez vu manger Kasich, John Kasich, le gouverneur de l'Ohio? Est-ce que vous avez vu manger John Kasich? C'est dégoûtant. Il marche comme ça, la bouche ouverte, tout en mangeant. Moi, mes enfants, quand ils faisaient ça, je leur disais, mais vous fermez la bouche. Enfin, il fait tout ce numéro avec. Et je me suis dit, mais ce type va gagner parce que c'est avec lui que tu veux manger quelque chose et prendre une bière avec. C'est vraiment quelqu'un à qui n'importe qui peut s'identifier, et surtout des gens qui vont prendre une bière tout simplement, enfin, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils peuvent s'identifier à Trump. Et je crois que le Trumpisme est fondé sur des gens qui n'ont pas réussi des masses et qui reconnaissent en lui quelque chose qu'on appellerait le common touch. Toucher commun. Je suis commun, je suis comme vous. Pas à être impressionné. Et c'est pour ça que peut-être que son éducation douteuse a été utile pour lui, dans le fond. Mais je ne sais toujours pas d'où viennent quelle est la maladie. C'est terrible, c'est terrible. Ne prenez pas de l'âge parce que c'est terrible. Oui, je vais essayer. 6 ans, qu'est-ce que je vous... Sa maladie,
J'avais mis en rouge ici parce Ah, que je voulais absolument pouvoir le dire. Tu sais ce que je veux dire, le nom de sa maladie terrible. la mégalomanie, je ne sais pas ce que tu cherches. Oui. Parce que je veux toujours dire pessimisme, c'est pas ça, c'est quelque chose isme. Mais tu sais ce que je veux dire, Paul. C'est Non, ce que dit Fromm, c'est le la définition. narcissisme. Narcissisme, non? Narcissisme. Merci, voilà. Ah, pardon, ouais, d'accord. Merci. Non, parce C'est pas que ça comme une maladie, mais en fait, oui, oui. Et pardonnez-moi ma petite scène du 3 parce que c'est pénible pour moi et c'est sûrement pénible pour ceux qui nous regardent. Oui. Mais je pense que c'est est-ce que c'est une maladie physique? Non, je crois pas. Non, c'est pas quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Non, c'est un type de personnalité. Je ne pense pas que ce soit lié à personnellement, je ne pense pas que ce soit lié du tout à un type physique. Il y a des un état mental qu'on est né avec ça et qu'on ne peut pas céder, on ne peut pas, non, je crois que se changer. Ce sont des situations dans l'enfance et dans l'adolescence et qui jouent du côté de ce qu'on appelle en psychanalyse le moi idéal ou l'idéal du moi. Et des personnes comme le père de Trump, Fred Trump, sont des personnages absolument toxiques parce que lui a essayé de se créer une personnalité en sachant que quand on voudrait savoir quelle était l'occupation de son père à lui, que c'était un tenancier de maison close. Donc là, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et donc, on est dans la dénégation, dans le déni de manière systématique. On n'accepte absolument rien, etc. Je suis en train de regarder le début d'une certaine religion et un personnage qui est dans la même situation, c'est-à-dire que quand on le critique, il est obligé de dire non, j'ai raison, non, j'ai raison, non, j'ai raison. Et c'est ce que Trump a fait dès le départ. Quand il a 12 ans, il y a des amis autour de lui qui lui disent non, le nom de ce catcheur, c'est ceci ou cela. Et lui, il refuse absolument et tous ses amis rient. Et il va essayer de convaincre le monde autour de lui que le vrai nom de ce catcheur, ce n'est pas le vrai nom de cette personne, mais c'est ce que lui s'est trompé et qui a voulu imposer. Mais pour répondre, je voudrais répondre quand même à la question d'Arnaud sur l'avenir du mouvement. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas trop dans des pays comme la France, la Belgique, la Suisse, où on a des élections qui ne sont pas des élections nécessairement entre deux partis seulement, pas des systèmes bipartites. Et alors, dans un pays, deux pays que je connais bien, l'Angleterre où j'habitais 11 ans et les États-Unis où j'habitais 12 ans, on a des systèmes qui sont de fait pratiquement bipartites. Et qu'est-ce qui se passe alors? C'est que les opinions extrêmes sont en fait à l'intérieur de ce parti. Elles ne se trouvent pas, si on a un parti, je dirais, fascisant aux États-Unis, il va se trouver automatiquement soit chez les démocrates, soit chez les républicains, de fait, parce que c'est la seule façon d'avoir des représentants, de participer à une machine de ce type-là. Et alors, il y a une expression que Susan connaît certainement. Comment appelle-t-on alors les extrêmes à l'intérieur de ces partis? On les appelle des loony fringes, des franges ou des marges dingos de timbrés, etc. Et alors, selon les époques, ces marges extrêmes ont plus ou moins de visibilité. Et en général, c'est ce qu'on appelle en France, je dirais, la partie civilisée, entre guillemets. Quand on dit la gauche civilisée ou la droite civilisée, ce sont ces partis-là qui apparaissent devant, je dirais, l'opinion publique. Et il y a très peu de visibilité pour les marges qui apparaissent plus ou moins loufoques. On pourrait dire, voilà, la frange loufoque. Mais aux États-Unis, déjà avant Trump, était apparu sous le nom de Tea Party, une extrême droite à l'intérieur de son parti, qui a encouragé d'ailleurs l'émergence de Trump au moment où il a émergé. Et ce qu'on a vu avec Trump, et c'est peut-être ça l'originalité véritablement, c'est que la frange loufoque
a acquis des lettres de noblesse, si l'on peut dire. Elle est apparue au premier plan. Elle est devenue, c'est là qu'on a trouvé des ministres, qu'on a trouvé maintenant les représentants qu'il nomme pour remplacer des gens qu'il destitue au fil des jours. Et ça évidemment, c'est un peu plus, comment dire, ça c'est exceptionnel, ça c'est très différent. Mais il est possible que ce qui était donc une marge loufoque, après, s'il reconnaît son échec aux élections, devienne véritablement un courant dominant à l'intérieur du Parti républicain. Et ça, ce serait neuf, parce que ce sont les Mitt Romney, ce sont les John McCain, ce sont ces gens-là présentables qui jusqu'ici ont toujours été ou la famille Bush ont toujours été à l'avant, ou Ronald Reagan. Mais des gens véritablement, il y a quelques apparitions, quelquefois avec Goldwater, mais ça ne dure pas très longtemps et ça n'apparaît pas véritablement à l'avant-plan. Il est possible, comme maintenant on nous dit, et que Suzanne l'a rappelé, que 70% des gens au Parti républicain, qui représentent donc de l'ordre de 47%, 70% de 47%, c'est un tiers de la population. Si un tiers de la population est convaincu qu'il y a eu tricherie véritablement dans les élections, pour un gouvernement comme celui une administration comme celle de Biden, d'avoir un tiers de l'opinion contre eux, c'est beaucoup, ça va être très très dur. Le Tea Party était tout de même extrêmement politique. Le Tea Party, ça n'est pas resté très longtemps, mais c'était un phénomène comme il faut que j'arrête parce que je ne peux plus paraître dans des situations comme ça. Autrefois, je donnais des conférences 3 fois par semaine. Oui. Et, bon. Mais Susan, de toute manière, ça s'est très très bien passé aujourd'hui. Je voulais dire que le néoconservatisme, le néolibéralisme, le Tea Party était une partie extrême politique. Oui. Ce mouvement-là qui est aussi économique et je dirais presque spirituel. Enfin, c'est un système qui veut absolument que tout le monde soit responsable de son sort à lui, qu'il n'y a aucune entraide, qu'il n'y a pas du tout de civilisation ou de société. Oui. Lisez ce petit livre. Là, je vois qu'on a largement dépassé parce que c'est passionnant, hein, vous êtes sacrément bavard. Hein. Oui, on a des choses à dire. Ouais. On a un beau conversation, on a quelque chose, un bon sujet de conversation. Voilà, peut-être un mot de conclusion de l'un et l'autre hein, pour cette discussion sur Trump. Hein, si vous pouviez conclure en 2-3 minutes. Hein. Je ne sais pas, moi je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce que Susan a dit, on se connaît depuis pas mal de temps et on sait que sur l'éventail politique, on est à peu près au même endroit. Mais ça m'a fait très plaisir de dire que ce livre se lit comme un polar, parce que j'y ai pensé à certains moments et je me suis dit oui, c'est ça. Et ces 2 livres parlent de la partie émergée et je crois que je parle de manière assez détaillée et très précise de la partie émergée, mais je ne cache pas la partie immergée. Et tant mieux. Voilà. C'est très utile. Les 90... Je prends les choses un peu comme ça, comme on me les présente. Enfin, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était très bien que tu sois aussi dans une catégorie qui a étudié les sciences, ou en tout cas les sciences sociales, mais aussi le behavior, le comportement, ce qui se passe dans le cerveau et dans les relations avec autrui. C'est extrêmement important. Narcissisme pervers. Voilà. Et en anglais, narcissisme pervers, c'est un don que tu as exploité de très belle façon et je suis honorée de te connaître. Voilà. Susan, tu sais à quel point c'est réciproque. Oui, bien, merci beaucoup. Hein, c'était vraiment passionnant. Je rappelle que donc, le livre est disponible dans les librairies, celui de Suzanne comme celui de Paul, hein, les deux.
Celui de Paul peut être commandé directement aussi par le biais du site des éditions du Croquant, édition au pluriel-croquant.org. On est en circuit court, mais on travaille toujours évidemment avec les librairies hein, et qu'on encourage aussi. Hein, à quoi ça ressemble? en clic voilà, en commande directe aussi via les librairies, avec une couverture, voilà. Et le premier tome. qui décoiffe. Voilà. Alors, le premier, moi j'ai le second. Voilà, et je vais ajouter le design du premier, c'est Little Shiva, une américaine qui vit en Belgique, et Chantal Monteillet, la fameuse auteure de BD, a modifié pour le second volume, a modifié dans un autre sens le dessin qu'avait fait originalement le design de Little Shiva. Donc, c'est leur collaboration pour faire la couverture du deuxième volume. Je crois que tous les deux sont assez parlants. Voilà. Oui. Ben, nous allons mettre du temps à ce que on make America great again. Ça va prendre du temps. Bien, sur cette note d'espoir quand même, hein, on finit. Et puis, merci encore pour tout le monde. Merci d'avoir assisté à cette conversation passionnante. Et puis, bonne lecture. Et tu nous procureras une vidéo qu'on pourra mettre en ligne. Oui, bien sûr, je te l'enverrai. Très bien, merci. Merci Susan, merci Arnaud. Et à bientôt, j'espère, malgré le... Merci à tous, merci aux qui sont les nôtres. Au Croquant aussi. Et au Croquant, exactement. Bien. Allez, au revoir. Au revoir. Et à Catherine. Il y a Catherine, oui, qui a s'occuper de comment dit-on, la régie, voilà, de la régie. Merci. Au revoir. Au revoir.